il faut que ça soit intimement relié avec la mission qui est déterminée. Nous, c'est d'aider les gens à intégrer le marché du travail tout en posant un geste pour l'environnement. Donc, on va investir à l'intérieur de Renaissance pour des nouveaux programmes d'insertion. Si on veut faire de la recherche et développement textile, ben, il faut des capitaux. Fait que les surplus sont réinvestis d'année en année à 100 dans l'organisation pour notre cause sociale et environnementale. Éric Saint-Arnaud, tu es le président et directeur de l'organisation Renaissance, une entreprise à but non lucratif fondée en 1994. Sous ta gouverne, Renaissance connaît et continue de croître année après année. Vous aviez une centaine d'employés il y a quelques années. Vous êtes maintenant plus de 1500. Éric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de pouvoir expliquer à notre audience ce que vous faites au quotidien. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Petite correction. Je suis le directeur général, pas le président-directeur général, parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Donc, le président est sur le conseil d'administration. Il gouverne le conseil d'administration, puis je suis directeur général. Donc, merci de l'invitation. Super cool. Donc, directeur général Éric Saint-Arnaud, peux-tu prendre peut-être un petit peu de temps pour bien expliquer à notre audience ce qu'est Renaissance, ce que vous faites au quotidien? Ah oui. Renaissance Québec est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1995 par Pierre Legault, qui est le fondateur aussi de Moisson Montréal en 1984. Donc, ça fait 40 ans Moisson Montréal, ça fait 30 ans Renaissance Québec. L'idée de Renaissance, c'était en fait de redonner l'autonomie aux gens par des programmes d'intégration. Donc, c'est un modèle social français, modèle économique américain mis ensemble. Ça a créé Renaissance. Donc, des programmes d'employabilité dans des magasins. Donc, c'est des gens qui viennent faire, traditionnellement, c'est un programme comme de 6 mois, peut-être 26 semaines, 35 heures semaine. Donc, les gens viennent apprendre un métier, ça peut être cariste, être camionneur, caissier, caissière ou comme comptable. Et c'est fait dans une activité marchande, donc c'est des magasins. Donc, c'est une vraie activité avec des friperies, des grands magasins, des petites boutiques, des centres de dons. Puis on vit des dons de la population, qu'on reçoit des biens de la consommation, des gens qui, donc, par exemple, qui achètent des vêtements, des petits meubles, de la décoration. Ils viennent nous donner, puis après ça, nous, on le trie et on remet sur le plancher. Donc, l'année dernière, on a aidé à peu près 3600 personnes qu'on a desservies. Puis le taux de placement est autour de 80 C'est la force de Renaissance. Dans différents programmes, là, il y a plein d'autres programmes qu'on a créés. Puis on a dévié à peu près 27 000 tonnes des sites d'enfouissement. C'est énorme. Là, c'est une grande quantité de biens. Donc, c'est un peu le tour de Renaissance. Puis, est-ce que je me trompe si je dis que toi, tu as fait deux parcours chez Renaissance? Donc, tu as commencé, si je ne me trompe pas, peut-être au milieu des années 2000, 2005, 2008. Ouais. Une petite pause, tu es revenu un peu plus tard. C'est Ouais, ça qui s'est déroulé de ton côté? Mais arrivé en 2000, en fait, ça va faire 20 ans au mois de mars cette année que j'ai mis les premiers pieds chez Renaissance. Donc, oui, un peu en deux. En fait, j'ai quitté la ville de Montréal, fait qu'on est déménagé. Donc, il n'y avait pas de Renaissance ailleurs. Fait que j'étais dans la grande région de la capitale nationale du Québec, du Canada. Donc, j'ai quitté Renaissance. Puis quand je suis revenu à Montréal, j'ai rappelé le directeur général, Pierre Legault. J'ai commencé dans les ventes principalement. J'étais dans les magasins, mais on était en 2005. Je pense qu'on avait 7 ou 8 magasins. On était une centaine d'employés. Puis, je suis un peu arrivé assez rapidement parce que le modèle, moi, je viens du commerce du détail. J'ai comme travaillé dans le modèle longtemps, puis j'étais passionné par le magasin de grand volume. Donc, je me suis vite, je suis comme un peu Obélix, je suis tombé dedans. Quand je suis revenu en 2011, ben, je suis revenu dans l'immobilier et tout de suite après dans les opérations. Donc, j'avais les ventes, mais c'était rendu un peu plus gros aussi. Là. Quand je suis revenu, on était à peu près à une vingtaine, 20-25 millions. Donc, ouais, en 2 mandats, mais là, ça va faire 14 ans. 14 ans, je pense, en septembre que je suis revenu. Oh, wow. Ouais, ça va vite. Ouais. Puis 25 millions de chiffre d'affaires quand tu es revenu. Puis quand tu parles, là, je regarde un peu tout ça, tu étais directeur des ventes dans le volet un peu commercialisation, comme tu nous le mentionnais, et tu es resté 5 ans, je pense, jusqu'à temps de devenir directeur adjoint. Comment ça s'est dessiné, peut-être un peu le parcours devant toi pour ultimement prendre les rênes de l'organisation? Ah, c'est le fun comme question. Mais écoute, comment dire ça? Moi, j'ai travaillé dans le commerce de détail toute ma vie. J'ai travaillé chez Warner, j'ai travaillé chez Laura Saccard. Bon, j'ai habité Toronto aussi. Pour apprendre l'anglais tout en travaillant. Puis, chez Renaissance, j'étais dans les ventes, dans l'immobilier. Puis, à un moment donné, le directeur général cherchait une relève. Il n'y a pas eu un concours, mais il y a eu dans l'ensemble des exécutifs, une demande du DG de voir si les gens étaient intéressés. Il y avait certaines personnes qui ont levé la main, puis à la fin, on était 2.
puis il fallait faire notre MBA. Fait que moi, j'étais directeur des ventes, j'étais après ça directeur des opérations. Là, il y a eu d'autres postes, là, mais disons, on va résumer ça court. Puis avant de devenir DGA, j'ai fait mon MBA, principalement en économie sociale. Donc, comme un deuxième programme en économie sociale qui m'a aidé à comprendre davantage le style de gouvernance d'une organisation à but non lucratif, ce qui, moi, je comprenais absolument rien là-dedans. Puis je n'avais jamais connu pour moi la distinction entre le communautaire, l'économie sociale. Puis là, ben, ces deux bébites-là, je comprenais la différence avec le privé. Mais j'avais encore des idées péjoratives un peu ou négatives qui me disaient, bon, je vais aller dans nos OBNL, je vais aller me pogner ça va être simple, tu n'aurais pas besoin de travailler beaucoup. Puis bon, c'est simple parce que l'État nous finance. Puis je suis tombé en amour avec le modèle d'économie sociale qui, lui, est un modèle où tu cherches une autonomie financière, même si l'État, disons, donne de l'argent pour des programmes achetés, pour donner un service aux citoyens que l'État ne donne pas. Puis il y a une partie économique. Fait que c'est ça que j'ai fait dans mon MBA. Là, je suis arrivé DGA, euh, directeur général adjoint, et je suis supposé être plus longtemps DGA. C'est le DG qui a décidé de quitter plus tôt en me disant: «Ah, t'es prêt?» En fait, il est parti 1 an, presque 2 ans plus tôt. Puis, en me disant, ben, c'était 1 an, je pense. Puis, il a dit: «Eh ben, au fond, t'es prêt?» Donc, j'ai pris le poste. Donc, ça va faire 7 ans. Je pense que ça va faire 7 ans en juin que je suis le DG. Donc, la Renaissance on a la chance qu'il y a eu 3 présidents au conseil d'administration bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles au CA. Il y a eu 2 DG en 30 ans. Donc, c'est un peu la force de l'organisation. Tu sais, on n'appartient à personne, on appartient à tout le monde. Tu sais, c'est un organisme, fait que il n'y a pas d'actionnaire direct, mais en fait, ça appartient à la population. Fait qu'on est, les DG sont nommés par le conseil d'administration. Et le but, c'est le bien-être de la cause de l'organisation. Tu as mentionné quelque chose que je trouve intéressant. Tu n'avais aucune idée du système de gouvernance d'un organisme à but non lucratif. C'est moi maintenant qui va dire exactement la même chose et peut-être qu'il y a pas mal de gens de notre audience qui pensent la même chose. Explique-nous ça un peu parce que, bon, sur le podcast Hypercroissance, il y a beaucoup plus d'organisations privées qui sont venues sur le podcast. On a eu certaines organisations au BNL également, mais tout de même, je serais curieux si tu pouvais prendre le temps d'expliquer les différences que tu as vues et que tu continues à voir comparativement à ce que tu as entrevu au privé. Bien, souvent dans le privé, le directeur général ou le PDG, il est aussi actionnaire, donc il est propriétaire. Il y a un conseil d'administration qui est souvent familial. Là, on va enlever tout le capital action des entreprises à la bourse, là. Fait que prenons quelque chose de, disons, traditionnel, Une PME québécois-canadien. québécoise. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il va y avoir peut-être la famille ou des membres qui sont coactionnaires, c'est qu'il peut y avoir certains employés qui ont une partie d'action, mais disons, le propriétaire reste majoritaire. Puis, bon. Mais là, dans un OBNL, c'est constitué d'un conseil d'administration qui, lui, il y a des membres. Donc, les membres vont voter un conseil d'administration, puis ils vont voter aussi l'exécutif. Et ça, il y a des termes. Mais ça, là, c'est tout du monde bénévole. Donc, c'est des gens qui viennent peut-être avec des compétences. Peut-être que tu vas avoir une compétence légale, une compétence sociale, X, Y, Z, qui sont en lien avec l'organisme. Puis, au bout de la ligne, il y a un exécutif. Et le 100 du conseil d'administration est bénévole. Donc, il n'y a aucune possibilité de rémunération. Ils peuvent avoir une rémunération du millage parce que si on leur demande d'aller faire une représentation X, Y, Z, mais ils sont dans la stratégie, ils ne sont pas dans les opérations. Puis ils nomment un directeur général, un employé comme moi. Puis le directeur général a, disons, l'autorité de faire en sorte que la stratégie soit appliquée. Hey, dans une analogie imaginaire, on va mettre des images. C'est comme si tu t'en vas, traverser l'océan avec un paquebot, OK? Fait que le conseil d'administration possède le paquebot, disons, puis, ben, un coup, là, il va dire: «Ben, je veux que tu traverses l'océan, c'est que tu pars de Montréal, tu t'en vas, en Espagne». On va prendre ça de même. Mais après ça, c'est le directeur général qui part, ben, c'est lui qui est sur le bateau. Fait que le CA n'est pas là à chaque fois pour dire: «Hey, il manque de carburant. OK, ben là, on va t'envoyer. OK, tu as besoin d'argent». Ben non, c'est le directeur général qui doit, au bout de la ligne, faire en sorte qu'il doit respecter dans les règles de gouvernance. Puis il y a des règles de gouvernance. Donc, je ne peux pas demain matin décider d'aller chercher un prêt de je ne sais pas combien de millions tout seul. Je dois présenter un projet dans le cadre de règles de base. Puis là, il y a un comité qui va venir approuver. Donc, le directeur général a plein de pouvoirs dans la prise décisionnelle, mais il y a quand même une reddition de compte à faire au conseil d'administration parce que le conseil d'administration, même si il est bénévole,
il reste imputable personnellement des DAS et des taxes. Donc, si demain matin, il y a une fraude à l'interne, puis il fait pas, je donne un exemple, il ne donne pas les DAS à l'État ou les taxes, bien, il est personnellement responsable. C'est pour ça qu'il y a des assurances administrateurs. Donc, il y a une roue qui est un peu différente parce que ce n'est pas propriétaire. Et le Ouais, président, il n'est pas président de la corpo, il est président du conseil d'administration. effectivement. Donc, il y a comme des distinctions de la façon de fonctionner. Puis il y a comme des règles très claires. Tu sais, un OBNL, là, au fond, ça appartient aux citoyens. On est là pour donner un service. Donc, même s'il y a de l'argent parce que nous, on fait des sous, il en reste pas moins qu'au bout de la ligne, il faut que l'organisation soit viable. Parce qu'il n'y a pas personne qui va dire dans le CA, hey, ça va pas bien, on va mettre un autre petit 2 millions, puis on va repartir à la patente. Tu sais. Ou on va co-signer une dette pour aller chercher, pour avancer. Donc, ça en est quelques exemples parmi tant d'autres. Il faut bien entendu structurer le tout pour avoir une pérennité, mais Ouais. comme toute organisation, à la fin de la journée, il peut y avoir des surplus qui vont se générer. Donc, Ouais. une organisation privée va générer des profits pour ses Ouais. actionnaires. Un OBNL va générer des surplus qui, son devoir par la suite va être de réinvestir, et peut-être corrige-moi si je me trompe, dans certaines causes qui lui sont chères, dans certains endroits de société. Comment ça se présente, vous, de votre côté? Et également, comment tu abordes le tout? Parce que moi, c'est ça que Ouais. j'aimerais C'est qu'on intéressant. prenne ici, parce que tu l'as mentionné d'un point de vue externe, tu dis, bon, un OBNL, mais à la fin de la journée, vous voulez faire des sous. Vous n'allez Ben pas leur oui. distribuer aux actionnaires, mais ces sous-là, vous allez réinvestir pour des causes. Donc, vous traitez ça comme une Ouais. business qui doit avancer. Comment vous voyez tout et comment ça se structure à l'interne? Puis tu sais, c'est drôle, tu viens de dire, j'ai oublié de le dire, c'est un des majeurs, là. Il y a la loi oblige à ne jamais redistribuer le surplus parce que c'est pas un profit, c'est un surplus. Donc, c'est une interdiction de redistribuer. C'est qu'on ne peut pas ni le redistribuer à l'interne à des gestionnaires, ni le redistribuer au conseil d'administration. Fait que là, c'est drôle que tu dises ça parce que quand je fais des conférences, je dis tout le temps au monde, en premier, je dis, garde, on va casser tout de suite le show, là. Les gens qui pensent qu'on ne fait pas de cash, on fait de l'argent, puis on n'est pas gêné d'en faire, puis on en a besoin. C'est une nécessité. On est 95 autonome, Renaissance. Fait que si on ne fait pas d'argent, ben, la paye à toutes les 2 semaines, il faut qu'elle sorte. C'est pas l'État qui la paye. Les surplus, il en faut. C'est absolument nécessaire. Le but, c'est qu'il faut pas faire le budget en fonction qu'on veut augmenter le surplus ou que ce soit une finalité de faire un surplus. Mais il en faut un minimalement pour être capable de survivre. Parce que si les aléas de l'économie, comme présentement, ce n'est pas une année facile pour l'ensemble des entreprises québécoises, ben, c'est clair que si tu n'as pas un petit peu de grévé, ben, c'est sûr que là, ça devient difficile. Et dans notre cas, ben, on essaie tout le temps de garder nos emplois. C'est que les surplus doivent toujours être réinvestis. Quand tu dis cher à la cause ou cher à nos yeux là, tu sais, de redonner, ben, il faut que ça soit intimement relié avec la mission qui est déterminée. Nous, c'est d'aider les gens à intégrer le marché du travail tout en posant un geste pour l'environnement. Donc, on va investir à l'intérieur de Renaissance pour des nouveaux programmes d'insertion, acheter des locaux pour avoir de l'espace pour faire des programmes. On va faire de la recherche et développement, par exemple. Mais, tu sais, Renaissance, on a 5 de notre budget qui vient de l'État. C'est à peu près 500 personnes qui sont financées par l'État pour venir en aide. Mais nous, on en a desservi à peu près 3 600 l'année dernière. Donc, tout le reste vient de l'autofinancer. Mais le 27 000 tonnes des sites d'enfouissement, ben, ça prend des camions, ça prend des employés, il faut trier la marchandise. Ben, tout ça, puis à la fin, là, on est à peu près à 16-17 de déchets. Ben, il faut du monde pour bien traiter ça, trouver des solutions. Ben, ça vient des fonds autogénérés. Fait que là, s'il faut acheter de nouveaux équipements pour, je sais pas, déchiqueter le plastique ou si on veut faire de la recherche et développement textile, ben, il faut des capitaux. Fait que les surplus sont réinvestis d'année en année à 100 dans l'organisation pour notre cause sociale et environnementale. Hum. Mais il en faut de Et l'argent. Il en faut, là. ben oui. Puis c'est là ma question. Pourquoi tu dis c'est pas l'objectif absolu dans le sens où tous ces surplus-là vont être réinvestis sur des causes qui vous sont chères, dans le sens, c'est pas une mission claire, une vision claire dans l'organisation de cette année de dire on génère X, Y, Z de plus de surplus que l'année passée. C'est pas au centre de vos Non, préoccupations? non. Le centre de préoccupation, ça va être il faut de l'argent pour faire la mission sociale. Fait qu'il faut avoir une solidité, mais c'est pas. Tu sais, je vais donner un exemple. Présentement, c'est une année pas simple pour nous autres. L'économie, les gens, même si on est dans l'usager, on est en augmentation, mais pas comme d'habitude. Le budget est plus serré. Donc, si on serait dans l'entreprise, on se dirait, OK, j'ai budgété tant de surplus. Ben, on va couper peut-être dans certains services. Fait que là, on va se dire, ben,
Ça, je vais tasser ça un peu, je vais peut-être faire attention plus à ma main-d'œuvre, je vais couper. Nous, on le sait que ça va repartir. Donc, nous, on a gardé nos employés parce que la fragilité, nous, on est là à l'aide des gens pour intégrer le marché du travail. On est sous la loi fédérale de la lutte à la pauvreté. On est charitable comme organisation. Donc, c'est sûr que nos employés ne sont pas, tu sais, c'est des employés de magasin. Donc, ils sont tous au-dessus du salaire minimum, mais quand même précaires. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas coupé personne cette année. Fait qu'il en faut un surplus. Il faut rester intelligent, là. Il faut toujours un surplus. Est-ce qu'il faut une augmentation? Tu sais, parce que ça devient difficile à dire qu'il y a une augmentation parce qu'au fond, quand il y en a une, on décide d'investir, disons, 1 million de plus en mission. On met 1 million dans la recherche et développement textile où il y a un bâtiment qui est acheté, ben, il est réinvesti. On possède quelques bâtiments maintenant Renaissance, ce qui est sa grande force. Parce que durant la pandémie, c'est à cause de tout ça et grâce à ça qu'on a pu lever les marges de crédit, on a pu garder la majorité de nos employés. Il y a comme des actions qui sont différentes. Étant donné que l'être humain est au centre, la prise décisionnelle, on va prendre des décisions peut-être un peu différentes euh, pour faire en sorte que la mission soit desservie. Ça fait que l'objectif d'augmenter le surplus à tout le temps n'est pas là. Est-ce qu'il y a un objectif d'avoir un surplus? Ben oui, on ne peut pas finir l'année à tous les ans, moi, 1 million, ça ne marche pas. Là. À un moment donné, ça ne sera pas périn. Notre objectif, c'est de la façon de travailler. C'est est-ce que notre mission va exister dans 25 ans? Est-ce que nos postes vont être encore là? Quelqu'un qui rentre, peux-tu faire confiance à la corporation pour dire je vais avoir une pension? Ben, les décisions vont être autour de ça et ça devient important. Fait que des fois, on a de la misère à parler de sous quand on est dans le communautaire, mais nous, on est dans l'économie sociale. Donc, on est autonome. Fait que quand les ventes ne sont pas là, il faut quand même payer notre loyer, il faut quand même payer l'électricité, il faut quand même payer les taxes municipales, il faut quand même payer toutes les dépenses qui viennent avec un système de corporation comme on est. Là. Ouais. Puis bon, tu mentionnais, année peut-être plus compliquée, mais si on regarde quand même dans un spectre beaucoup plus large, disons qu'on prend les 10, 15 dernières années, vous avez quand même connu une Ah, méchante je belle pense. croissance, si on Ouais. regarde tout ça. Vous l'attribuez à quoi ça? Plusieurs éléments. Bon, on a encore une croissance cette année, là. Je veux dire, une belle croissance. Oui, oui, vraiment. Je ne veux pas me plaindre. Là. On n'est pas à se plaindre, là, mais l'inflation fait en sorte que les coûts augmentent plus rapidement, disons, c'est plutôt ça. Euh, toutes les dernières années, écoute, c'est attribuable à plein de choses, mais on va y aller par tranche, OK? Euh, L'usager, pendant longtemps, en tout cas, quand je suis arrivé chez Renaissance jusqu'à, on va dire, 8, 9 ans, disons qu'on était vu comme: «Ah, vous êtes donc cute, vous demandez de la guenille, vous avez des pauses», c'était simple. Depuis 8 ans, puis là, le monde, il nous donnait non, mais c'est vrai, c'est avec les gens étaient fiers de la mission, mais l'activité, c'était comme: «Ah, mon Dieu, que c'est ça?» Et là, depuis 8 ans, il y a comme une démocratisation de l'usager. Mmh. Là, Attribuez ça à quoi? plein de facteurs. Je pense que le 1er facteur, on voit plus ça associé juste à la pauvreté. Deuxième des facteurs, c'est qu'on en tout cas, plusieurs chaînes comme Renaissance, ils ont adapté le modèle pour avoir des magasins genre qui sont bons. On a les rénové, tu sais, sortir le modèle sous-sol d'église, lumière tamisée parce qu'on n'a pas les moyens de changer d'ampoule. Avoir des magasins qui sont plus mainstream, disons, excuse l'anglicisme. Puis, et là, il y a eu des phases dans tout ça. Nous, on a changé d'image 2 fois. Le dernier changement d'image, durant la pandémie, rénovation de tous les magasins. Là, la pandémie a propulsé le modèle encore plus. Là, l'inflation est arrivée. Une catégorie de clients qui ont découvert. Puis, il y a la nouvelle génération qui, elle, comparativement avant, qui venait au début de leur vie, puis qui est après ça, ils retournaient dans le neuf. Il y a comme une tendance vers, un mouvement générationnel de venir dans l'usager. Fait qu'il y a comme euh, plusieurs choses qui se sont produites. Dans notre cas, il y a eu un changement de modèle d'affaires qui a eu lieu en mois 2008, où ce qu'on a changé comme notre recette de comment produire, recevoir notre marchandise. On a sorti des boîtes de dons pour aller dans les centres de dons, meilleure qualité de biens. On fait plus attention aux biens. Puis au travers de tout ça, ben, on n'a pas fini notre modèle, ce qui fait que notre réputation est sur la variété, la quantité, la nouveauté qu'on fait dans tous nos magasins. Puis, il y a aussi ajouté à ça qu'on a ajouté des locaux, des centres de dons, des magasins. Puis on a sorti de la grande région de Montréal en plein milieu de la pandémie. Puis là, on est rendu un peu partout au Québec. Ça fait qu'il y a comme des phases là-dedans qui ont permis de voir. Ça fait qu'on est encore en croissance comparable. À toutes les ans, on a une croissance dans le comparable, puis on a une croissance dans l'expansion, ce qui fait une force parce que
on a besoin de plus en plus de sous pour aider les gens. Hey, juste pour vous donner une idée, je pense, v'là 10 ans, je pense v'là 10 ans, on est à peu près à 300 personnes desservies par année, tu sais. Fait qu'en 10 ans, on est comme parti de 300-400. Peut-être mes chiffres sont pas tout à fait bons, là, mais disons 300-400. Et là, tu sais, 3600, ça va vite, tu sais. Fait que, Très vite. ouais, c'est cool. Fait que mais ça prend des sous pour faire ça parce que ça prend des Ouais. gens. Tu sais, il y a à peu près 50 personnes spécialisées en employabilité psychosociale intervenant. Ouais, ben là, ça court pas les rues, ces gens-là. Puis, ben, ça prend du temps à former ces gens-là. Puis, ben, c'est pas trier une chemise, là, c'est aider des gens. Donc, c'est Ouais. comment on les accompagne. Puis moi, j'ai une question pour toi. Quand tu parlais de démocratisation plus tôt, est-ce qu'il y a également, avec peut-être davantage de la nouvelle génération, peut-être que c'est toutes les générations, un peu cette conscience sociale-là qui s'installe de se dire consommer, surconsommer dans le neuf, ultimement, il y a peut-être une date de péremption, tout ça, ça ne fonctionnera pas pour l'éternité. Est-ce que c'est ça également que vous sentez de votre côté? Ouais, en fait, c'est un mélange. En fait, dans la démocratisation, ben, tu sais, avant le premier début du mois, la fin du mois, il y avait comme des dates que c'était plus occupé. Tu sais, quand je suis rentré chez Renaissance, il y a 20 ans. Et là, la paye, le lundi, toutes les journées s'équivalent. Et oui, il y a autant dans les générations. Et là, il y a les aspects sociaux, puis il y a l'aspect environnemental. Fait que des fois, c'est les 2. Des fois, c'est juste un. Des fois, ça peut être économique aussi. Fait que moi, je me dis tout le temps, faites le pari de l'essayer économiquement. Puis après ça, vous allez peut-être embarquer en disant: «Hey, il y a un aspect environnemental puis un aspect social». Ça va remplir votre cœur au point de vue de vos valeurs. Mais il y a comme une démocratisation, puis ça dépend des tranches d'âge. Mais c'est aujourd'hui, on touche à toutes les tranches d'âge. Surtout avec les petits motels, les petites boutiques qu'on a, ben, c'est pas le même client qui vient des grands magasins. Puis, ben non, c'est pas à cause qu'on veut vendre plus cher. C'est vraiment parce qu'il y a des clients qui aiment pas aller dans les grands magasins. Comme n'importe qui aime pas aller dans un énorme magasin pour aller magasiner, préfère sa petite boutique de quartier, sur Mont-Royal. Ben, c'est la même chose dans l'usager, c'est la même chose dans n'importe quel des Hmm, produits, là. Il y a intéressant. il y a vraiment une grande démocratisation et je le vois un peu partout sur la planète. Je le vois en Europe quand je vais faire des voyages d'affaires pour visiter des modèles. Je le vois aux États-Unis. Il y a on a associé pendant des années qu'il fallait installer une friperie dans le quartier le plus pauvre. Là, aujourd'hui, on n'est plus là. Fait qu'on est vraiment, on peut le mettre sur la ligne. Là, on reçoit les biens, des dons, des gens qui peuvent consommer, mais de la façon la circonférence des clients, c'est monsieur, madame, tout le monde. Une idée aussi simple, c'est qu'avant, quand on ouvrait un magasin il y a à peu près 15 ans, on avait besoin d'un stationnement, des fois zéro stationnement. Aujourd'hui, quand on regarde un magasin, on a besoin des grands stationnements parce qu'il y a énormément de gens qui viennent et les types d'autos, ils ont changé complètement. Il y a comme, avant, on se disait: «Non, non, tout le monde va venir en autobus, tout le monde va venir en métro». Ben, on n'est plus dans la même clientèle, la diversification. Puis je pense qu'aussi quand on modèle les magasins de façon à se dire: «Tout le monde peut venir», la personne qui a peu de moyens, elle se sent respectée, elle se dit: «Oh mon Dieu, j'ai le goût d'aller là». Puis la personne qui a les moyens, elle ne se sent pas dire: «J'enlève à quelqu'un. Ah non, je vais enlever à quelqu'un». Parce qu'il y avait ça, hein, comme c'était drôle. Il y a des gens qui disent: «Ouais, mais si je vais magasiner, je l'enlève à quelqu'un». Je me dis: «Mais mon Dieu, il y en a Ah, tellement, tu enlèveras jamais rien à personne, il y en a tellement». ben non. Fait que là, mais de venir dans le même milieu, ça fait une inclusion sociale qui est super cool, au point de vue de la clientèle. Je pense que ça démontre la différence. En plus, ça fait une inclusion pour le participant qui fait un parcours d'insertion avec les permanents et avec un modèle de clientèle qui est, disons, diversifié. Et là, on est dans une démocratisation avec les modèles d'affaires. Fait que c'est vraiment intéressant de voir le changement qui est en train de se faire. Là, je fais le pari que les gens, tranquillement, pas vite, vont vouloir faire ce changement pour l'environnement, mais c'est pas vrai que c'est tout le monde, là. Il y a la Non, partie pro, effectivement. puis il y a la partie je veux trouver ce que moi j'ai de besoin. Si tu veux un chandail noir, là, je te vendrai pas un chandail rose, là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde
quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Est-ce qu'à ce jour, l'aspect économique reste votre angle marketing numéro un, puis pas nécessairement dans la manière que vous publicisez, mais dans ce que vous entendez de votre clientèle? Ben, Et je te pose la question très simplement, un parce bon qu'on point. on a reçu des gens sur le podcast et j'ai vu une tendance se mettre en place que j'ai trouvé assez fascinante. Donc, on va ramener ça, disons, au moment de la COVID. Énormément d'argent qui est injecté par le gouvernement. Il y a une base monétaire qui est beaucoup plus importante. Les gens ont plus d'argent. Donc, on peut, entre parenthèses, c'est plus facile pour notre conscience de se dire je vais aller acheter un produit X, Y, Z qui est bon pour l'environnement, même s'il coûte plus cher. C'est mieux pour ma conscience, c'est mieux pour l'environnement, tout ça. Puis en ce moment, je peux me le permettre. Du moment que finalement, on s'est rendu compte que c'était une spirale inflationniste qui se mettait en place, beaucoup de gens qui étaient dans cette catégorie-là, qui étaient des propriétaires d'entreprises dans cette catégorie-là, me l'ont dit, Antoine, du moment que les gens ont moins d'argent, ils oublient toute conscience environnementale. Donc, d'où mon point de me dire, est-ce que vous, finalement, c'est davantage l'aspect économique qui reste le point numéro un dans un contexte de différenciation? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment vous voyez ça avec vos clients? C'est la c'est l'aspect numéro un. Il y a, très longtemps, il y a longtemps, quand je suis rentré chez Renaissance, puis pendant plusieurs années, on faisait de la publicité pour, les magasins. Mais on parlait tout le temps de notre mission sociale. Et jusqu'à temps qu'on fasse faire une étude, on n'avait pas les moyens dans le temps, pour que les gens nous disent, ben, on n'en a rien à foutre. Puis ça nous a fait vraiment mal au cœur, tu sais. On s'est dit: «Mon Dieu, c'est pour ça qu'on est là». Mais quand on a réalisé qu'il fallait parler à nos différents clients différemment, on n'a pas arrêté de parler de notre mission, mais on comprenait qu'il y avait la partie de variété et de prix. Donc, là, on est plus dans comment on peut, parce que là, on est d'un autre âge, ça fait comme 15-20 ans de ça. Fait qu'on veut quand même parler de notre mission, mais il y en a pas moins que, tu sais, tu as un portefeuille. Fait que si demain matin, ton hypothèque augmente de 20 ou ton loyer augmente de 10, il faut quand même que tu choisisses à quelque part. Il y a des affaires que tu ne peux pas compresser. Tu sais, tu peux pas compresser, ton loyer, tu peux pas compresser l'électricité, tu peux pas, bon. Il y a comme des éléments qu'on peut pas, ou les comptes de base, tu peux pas les compresser, mais tu peux compresser certains éléments, dont, t'habiller ou t'acheter des biens. Là, c'est comment tu peux c'est comment on peut offrir, nous, le produit puis le service, en disant qu'il y a une plus-value, il y a une valeur ajoutée environnementale, sociale, tout en ayant ce que le consommateur cherche. Je pense qu'il faut s'inscrire. Nous, ce qu'on a comme philosophie à l'interne, c'est s'inscrire dans le parcours du citoyen. Autant pour le don, parce que nous, on a notre donateur, on a notre client acheteur, on a notre client pour la mission sociale, puis on a nos employés. Pour nous, tout ça doit travailler ensemble. C'est tous des êtres humains. Mais comment on parle à chacun, qui est quand même différent. Puis là, nos paliers, nos partenaires à nous, ben, on a autant nos partenaires gouvernementaux, mais on a nos donateurs qui sont essentiels, là. Je veux dire, on n'est pas juste à 1,7 million de personnes qui nous donnent,
Ben, si les bottines ne suivent pas les babines, là, ça marche pas, là. Fait que les clients, ça va être la même chose. Fait que si demain matin, on décide de rénover nos magasins, puis dire on est tellement environnemental, puis on augmente nos prix de 25, les gens vont dire: «Hey, mon Dieu, tu t'en vas où avec ça?» Même si nos prix ont augmenté dans les dernières années, parce que tous nos coûts ont augmenté, puis, on a vraiment fait attention, là, on a vraiment, vraiment fait attention, mais en même temps, on a quand même les mêmes coûts que les autres, là. Donc, il y a comme l'équilibre. Mais oui, c'est pas simple. C'est pas si simple parce que vous pouvez sortir le plus beau produit québécois fait local. Si demain matin, votre clientèle que vous avez dans votre segment n'a pas les moyens de l'acheter, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, la personne va faire un choix. Ah, Fait que c'est là, clair. Puis je pense que c'est un point que euh, on s'est fait croire beaucoup de choses des fois, hein. On pense que, bon, à cause qu'on est X, qu'on est Y, qu'on est Z, les gens vont davantage acheter. Ça peut aider, c'est certain. Sauf que ça reste un luxe que pas tout le monde peut se permettre. Et que le point numéro un va souvent rester le prix à la fin de la journée. Donc, je trouve ça intéressant que tu me dises que du moment que vous avez juste davantage écouté votre clientèle et que vous avez fait passer votre message de conscience sociale, environnementale et tout ça en second plan, de ce que je comprends. Pas nécessairement en second plan dans votre mission, mais dans vos messages marketing, là, c'est là que vous avez été capable de davantage raisonner avec vos clients. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'était Ah, le mais cas là, pour le c'est passé? différent. C'est ça l'avantage, c'est qu'on s'est adapté au fil du temps. La même chose pour nos centres de dons, là. Quand on demande la première préférence des gens, c'est qu'ils viennent chez nous pour la facilité, parce que c'est simple, c'est à côté de chez eux. Puis tout de suite après, là, c'est la mission, tu sais. Mais si je vous dis de faire 3 kilomètres, de me donner, vous allez dire: «Ouais, t'es bien gentil, là», mais ça commence à me taper ses nerfs à tous les jours. Donc, là, aujourd'hui, c'est différent. Je dirais pas qu'on est en second plan, mais disons qu'on a choisi comment adresser le message. Et là, on est vraiment en train de vouloir faire connaître davantage ce qu'on fait parce qu'on est rendu tellement plus grand comme organisation. C'est comme si, les gens ne voient pas autant toute la beauté qui est faite chez l'être humain à grandeur de l'organisation, tout l'aide que l'organisation fait à la population québécoise pour, dévier des sites d'enfouissement des grandes matières. Fait que des grandes quantités, là, on se dirige 50 000 tonnes. C'est énorme, là. Je veux dire, il y en a pas d'organisation comme la nôtre qui fait ça, mais qui est localement non délocalisable. 100 de l'argent est réinvesti. C'est quoi, un commerce de taille, c'est quoi? C'est 30-40 du monde qui sont permanents. Nous, c'est 70. Ils ont tous des assurances collectives, des REER collectifs et tout. Donc, il y a un réinvestissement qui est fait. Donc, nous, on a déjà commencé, mais là, on veut, pousser plus loin, la communication sur tout l'aspect environnemental et social. On se cachera pas, là, v'là 20 ans, quand on parlait d'environnement chez nous, nous, on était fiers, mais à l'externe, le geste n'était pas autant. Là, aujourd'hui, c'est différent. Les gens, ils se disent: «Ah mon Dieu», c'est comme le geste devient plus simple pour eux parce qu'il est offert pour eux. Donc là, on en parle plus de ce côté-là. Puis l'autre côté, ben, avec les centres de dons, ça leur donne l'occasion aux gens d'avoir une solution simple pour eux. Parce qu'en fait, nous, on est la compétition dans l'achat et oui, on est des compétiteurs. Dans le don, c'est votre temps parce que c'est une gratuité que vous faites. Mais si vous avez des enfants, vous êtes dans la fleur de l'âge, vous allez à l'école, vous avez une carrière, vous voulez une promotion, vous êtes marié, vous avez quelqu'un de malade dans la famille, à un moment donné, vous n'avez pas de temps. Avec les enfants qui ont des activités, là, on est dans la compétition, c'est le temps. Bien, comment on peut offrir la plus-value? Nous, c'est le centre à proximité, bon service à la clientèle, une réponse, on est ouvert 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais au-delà de ça, ben, hey, tu le fais pour une conscience sociale, tu le fais pour une conscience environnementale, tu le fais pour une organisation du Québec. Donc, là, c'est là qu'on va travailler davantage à faire connaître Renaissance de ce côté-là, parce qu'on s'est rendu compte que les gens connaissaient le nom, connaissaient qu'on vendait, mais connaissaient pas la raison en arrière qui est d'aider les gens qui le marché du travail, qui est notre raison d'être. Mmh. On va parler de votre branding un peu parce que je pense que ça ouvre une belle porte intéressante au changement que vous avez fait en 2019. Mais avant, j'aimerais juste entendre sur un point, cette conscience, cette approche-là que vous amenez, euh, est-ce que tu sens la même réponse dans toutes les régions que vous desservez ou vous avez quand même pas nécessairement une différenciation de vous marketer dans un contexte géographique, mais que c'est pas la même chose qui fait réagir chaque quartier, chaque région
dans le Québec? Est-ce que ça fait partie des discussions où finalement il y a le même message un peu partout dans tout ce qu'on va faire? Ben, on avait le même message, mais là, on part en refaire les campagnes publicitaires, puis les messages, sont un peu différents par région, là. C'est pas la même chose. Donc il va y avoir une adaptation. Peut-être le branding va être pareil, mais localement, il va y avoir des messages ou de l'adaptation. Puis, il faut ajouter que Renaissance, un des buts dans ses impacts, c'est d'avoir un modèle partenarial. On veut pas, avant d'arriver dans une région, on prend notre temps. Donc, quand on est arrivé à Sherbrooke, on a travaillé avec des organisations locales. Donc, on travaille avec Récupex. Quand on est arrivé à Québec, ben, il y a un grand travail pendant un an et demi. Donc, on regarde les organisations avec qui travailler. Puis, on veut travailler avec les organisations locales. Donc, autant que quand on construit un magasin, on prend l'entrepreneur puis l'ingénieur, autant que quand on collecte les dons, on veut travailler avec des organisations. Mais la mission sociale, on veut pas aller prendre le marché des gens qui ont des subventions pour aider, je ne sais pas quel type de personnes, mais des clientèles semblables à nous. Ce qu'on veut, au fond, c'est de se dire, ben, comment on peut s'introduire dans le continuum de services qui existe avec les organisations? Comment on peut venir aider les organisations en place? Comment on peut être un outil supplémentaire? Comment on peut prendre la force de Renaissance? Donc, là, ça, c'est complètement différent d'une région à l'autre. Même dans la région métropolitaine, c'est chaque région de la région métropolitaine est différente au point de vue de l'approche, le type de commerce, le type d'entreprise, le type d'organisation avec qui on travaille pour être le plus local possible. Bon, là, la perfection, elle l'est pas, là, puis elle ne le sera jamais parce qu'on n'est pas parfait comme être humain. Fait qu'on ne le sera pas comme organisme, mais on a vraiment une tendance à vouloir vraiment travailler avec les organisations. Fait que le message devient, il doit s'adapter, mais le travail aussi avec les intervenants du milieu, avec les entreprises du milieu, ben là, c'est différent. Là, vous allez à la Naudière, vous allez dans les Basses-Laurentides, ça a l'air pareil, cette histoire-là, mais c'est pas pantoute pareil, là. C'est pas la même clientèle, c'est pas le même segment, c'est pas les mêmes besoins du service, au point de vue de l'aide à la population. Ben, peut-être vendre la gagner, peut-être la même chose, mais si on veut faire tout le reste, il faut le faire comme il faut. Donc, il y a un travail en profondeur qui est fait avec les organisations. Fait que le branding, il est de base, mais après ça, on va s'adapter dans les messages. Fait que là, on veut notre volonté, comme ma grande volonté, c'est que dans les 5 prochaines années, les Québécois et Québécoises comprennent un peu mieux pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, puis là, ben, peut-être qu'on est gros pour certains, puis tu voyons une OBNL aussi grosse. OK, mais pourquoi on est gros? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille avec les organismes? Puis c'est quoi le bien qu'on fait à la population et à l'environnement, tu sais? Au moins que les gens le comprennent mieux. Parce que la beauté, c'est qu'on n'a rien à cacher. Comment on peut le partager? Mais c'est pas simple de bien partager le message. On veut pas tout mettre parce que ça devient une grosse pizza, là. Fait que des fois, il faut parler de fromage, des fois, il faut parler de pepperoni. Ça sert à rien de Pas tout juste mettre sûr. ensemble. Puis parle-moi de 2019, quand vous avez fait leur branding, parce que je trouvais ça donc intéressant plutôt. Bon, un branding, c'est très large, hein. C'est-à-dire qu'un branding, ça peut être une image de marque, ça peut être un logo, comme ça peut être de retaper ses magasins, comme ça peut être Ouais. de faire en sorte qu'ils soient plus alléchants pour le consommateur. Ça peut être fait également de manière excessivement spécifique par région. Ça a été quoi pour vous, un rebranding? Est-ce que c'était davantage, comme je mentionnais, l'image de marque, les magasins, un peu de tout ça? En fait, on a engagé une firme pour nous dire c'était quoi l'extérieur, notre perception. Fait qu'on avait fait plusieurs changements dans les C'est quoi l'extérieur dans de votre 20 ans. perception? Et là, la perception était, écoute, on avait des centres de ton qui s'appelaient Station Renaissance, il y en a qui s'appelaient Centre communautaire, il y en a, après ça, on avait Magasin Renaissance, après ça, on avait les boutiques, mais c'était un peu une pizza. Puis les gens ne voyaient pas les distinctions. Fait que là, il y avait une image. Puis on se dit, OK, quel type d'image? Fait que là, c'est là que le est arrivé. Parce que il y a réinsertion, réemploi, rééducation. Tu sais, le peut être utilisé à toutes les sauces qu'on utilisait, ça qu'on trouvait ça bien. Soleil, parce que ça redonne la vie. Renaissance, ben, c'est le nom, ça dit tout. Donc, et c'était comment utiliser. Là, il y avait l'image de marque, mais il y avait aussi le parcours en magasin, les lignes d'attente, le look des magasins, les couleurs, l'éclairage. On voulait revoir le modèle de nos magasins, tout en voyant l'image de marque et la marque employeur aussi. Fait qu'il y a comme un gros travail c'est un travail de fond en comble, là. Ça fait que ça n'a pas été juste une image. Pour nous, c'est juste qu'on s'est gardé une petite gêne de se déployer parce que c'était après la première ouverture.
après la pandémie, la première vague de la pandémie. Fait que nous, on a décidé de la déployer sans faire un tambour et trompette parce qu'on avait mis beaucoup d'énergie. Puis on s'est donné 2 ans à revamper 100%. C'est qu'aujourd'hui, on a fini toutes les enseignes, les magasins, la plupart des centres de dons. Ça a été un méga travail, là, ça a été énorme. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est propulser le futur en se disant, les gens doivent reconnaître. Puis là, et c'est là qu'est apparu un peu les petits sigles, emploi, parcours. Et là, il y a comme, avec le temps, ben, il y a eu un langage qui a été créé commun où ce qu'on savait que tel endroit, il y avait, ben, il y avait le parcours. Ah non, il y avait un carré. Ah, il y avait un magasin friperie. Ah, il y a une boutique. Ah, un magasin kilo. Là, tranquillement, on crée une éducation par rapport à nos employés, mais aussi par rapport à la clientèle, les donateurs, où aller donner, où aller acheter, et ainsi de suite. Donc, ça a été vraiment pour nous bénéfique. Et surtout aujourd'hui que le monde nous voit, c'est comme les camions qui se promènent dans le Québec, le même logo avec le même re. Il y a comme une simplicité qui a été faite. Fait que je suis bien fier de la firme qu'on a utilisée pour faire ça. Là, on veut passer à l'autre niveau, la communication. Comment mieux, on communique quand même, mais comment on peut mieux faire? Comment on peut parler davantage de pourquoi on est là? Euh, Parler du nombre d'emplois, 1500 emplois. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui ont 1500 employés permanents. Donc, comment on peut en parler? C'est quand même, il y a une fierté de le faire, c'est pour nos employés, hein. Il y a une fierté pour eux de montrer tout ce qu'ils font comme travail, là, parce qu'ils travaillent fort. On est ouvert 20 heures sur 24, là. Pas beaucoup d'OBNL qui sont ouverts 20 heures sur 24 à 7 jours sur 7, 362 jours par année, à recevoir des remorques et des remorques et des remorques de dons pour offrir au bout de la ligne des magasins bien organisés, mais à la fin, c'est d'offrir à la population des services gratuits pour Ben oui. l'employabilité. C'est quoi votre enjeu de communication? Qu'est-ce que vous sentez que les gens ne comprennent pas assez encore? Ah, la mission sociale, la partie de la mission sociale. Des fois, les gens mélangent, ils pensent que tous les employés permanents, ils ont fait un parcours d'insertion. Même, je me souviens, il y a des années, le monde me disait: «Ah wow, tu as réussi ton parcours». Fait que les gens mélangent que tous les employés permanents ont fait des parcours d'insertion. Les gens mélangent, ils pensent qu'on embauche que des gens qui ont des besoins, mais il y a une distinction entre nos programmes puis nos employés permanents. Nos employés permanents, on voudrait les garder. Dans les parcours d'insertion, ben, on veut qu'ils s'en aillent parce qu'on veut l'autonomie. On veut qu'ils aillent ailleurs avant de rester chez nous. Il y a aussi, heu heu, tout l'enjeu financier, tu sais. «Ah, c'est ça, vous faites de l'argent, on fait partie de Goodwill International». Fait que c'est une association américaine, on est membre. Fait que les gens pensent qu'on est américain, on ne l'est pas pantoute. On est associé, on est membre d'une association, on porte le logo, mais on est membre, comme on est membre du collectif des entreprises d'insertion, comme on est membre de plusieurs associations canadiennes et québécoises, mais on est 100% autonome. Fait que c'est comme si le message, des fois, passe pas ou on comprend pas. Et tout l'aspect mission sociale, tu sais, on fait beaucoup plus d'argent. Ah, mais c'est ça, vous êtes financé par l'État. Non, mais il y a un réinvestissement qui est fait. Puis la partie environnementale, je pense qu'on voit, mais on comprend pas la quantité. Tu sais, les gens, des fois, on va se dire: «Ah, mais je t'ai emmené un sac, j'ai oublié mes affaires dedans, peux-tu le trouver?» «Ouais, mais c'est parce que j'en reçois peut-être 55 000 à 100 000 par jour». Fait que là, il est rendu un tas. «Non, non, mais c'est simple, appelle le camion». Ben non, c'est pas simple de même. On numérote pas chaque sac qui rentre. Fait que les gens, des fois, je pense qu'ils voient pas le volume qui a été détourné, la quantité d'ouvrage qui est faite, puis de démontrer parce que on veut pas se faire plaindre de dire: «Oh mon Dieu, vous travaillez fort». On veut que les gens voient l'impact qu'ils ont dans chacun des sacs qu'ils apportent. Ben, ça redonne confiance à plein de gens. Mais en plus, ça pose un geste pour l'environnement qui est énorme. Le textile, c'est le deuxième pollueur le plus élevé de la planète. De faire en sorte qu'on peut faire du réemploi avec au maximum et travailler sur des projets de recyclage, je pense que les Québécois en donneraient plus. Ils en jetteraient moins. Tu sais, il y a 40 des gens qui jettent au lieu de donner, présentement, encore selon les statistiques de Recyc Québec. Là, c'est à peu près la moitié du stock qui est jeté au lieu d'être donné. À peu près, là, entre 40 et 50. Donc, imaginons si on le disait, ben, je pense que les gens comprendraient qu'il y a une possibilité de réemploi, il n'y a pas de possibilité de recyclage, mais au moins, on peut travailler sur le recyclage, possibilité de réemploi, choisir à qui donner. Tu sais, le message, c'est ça, c'est que si les gens voyaient et comprenaient un peu plus ce qu'on fait, ben, ils se diraient, ben, moi, je vais donner à eux au lieu de donner à une entreprise américaine que je nommerai pas. Mais peut-être que je donnerais à Renaissance ou à une autre organisation.
du Québec avec qui on travaille, puis on est partenaire ou d'autres organisations qui reçoivent des biens, mais qui choisiraient une organisation du Québec locale avant d'aller donner, mais la même chose pour acheter. Est-ce qu'on pourrait avoir le choix de dire, hey, dire aux gens, hey, choisissez une organisation de votre quartier qui vend de l'usager avant d'aller dans l'entreprise américaine? Ben là, vous faites un double ricochet, là, parce que non seulement vous allez retrouver quelque chose, puis l'organisation, elle va réinvestir. Elle ne peut pas s'en aller demain matin, là. Elle va rester là. Fait que il y a tout ça que faire comprendre. Hey, c'est pas simple. Expliquer, tu peux acheter pas cher, tu peux avoir trouvé tout ce que tu veux, mais en même temps, il y a une mission sociale et là, c'est qui les personnes qu'on aide et en même temps, on peut donner, puis on est là pour l'environnement. Hey, fait qu'il faut segmenter nos messages parce que sinon on comprend pas, tu sais. Ouais. Il va falloir que tu fasses plus de podcasts, Eric. Tu vois comment que c'est simple de Peut-être. l'expliquer dans une conversation Ouais, long c'est ça. format, hein? Mais c'est vrai, c'est fait un peu pour ça. Je pense que même moi, personnellement, aujourd'hui, je trouve que, en sortant un peu de notre discussion, j'ai une meilleure compréhension de qui vous êtes, de ce que vous faites, puis je suis convaincu que les gens qui écoutent le podcast parce que l'enjeu des fois, c'est qu'effectivement, quand il y a beaucoup de choses qui intègrent notre mix en tant qu'organisation, qu'on a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qu'on fait, ben, c'est sûr qu'un panneau publicitaire sur l'autoroute 20 ou une publicité sur Facebook va peut-être pas pouvoir faire le travail. Mais dans une conversation comme ça, là, c'est peut-être là que les gens sont capables de faire Ah, ben effectivement, mon linge de trop que je porte plus depuis plusieurs années, au lieu de le jeter, je peux juste aller faire un don qui va me prendre à peu près 20 minutes et qui va pouvoir aider une organisation qui s'en mettra pas plein dans les poches, qui va pouvoir investir. Je veux dire, quand tu le résumes aussi simple que ça, il y a sûrement des gens aujourd'hui qui vont se dire Ah ben oui, ça fait énormément de sens. Des fois, c'est compliqué. Des fois, dans l'économie sociale, on pense qu'il n'y en a pas tant que ça, mais les gens gravitent autour de plein d'entreprises qui sont locales. Les CPE, c'en est. La Caisse des Jardins, oui, ils font de l'argent, mais essentiel, ils en redonnent aux membres. Donc, il y a plein d'organisations et d'entreprises qui font des sous, puis que vous côtoyez. Les citoyens côtoient plein d'entreprises dans l'économie sociale. Puis Renaissance, ben, les gens, des fois, le mélangent avec l'autre gros qui vient des États-Unis, qui nous compare. Puis quand ils nous comparent, on est pareil, puis ils ne voient pas la distinction. Fait que je me dis, ben, on peut tout aller où ce qu'on veut, là, on a le choix, on est autonome. Mais si on comprend, là, peut-être je vais faire un choix différent, au moins j'ai l'information. Et là, c'est de passer. Quand tu disais c'est quoi, mais c'est passer l'information. Puis tu as raison, Facebook, là, en 30 secondes, 2 secondes ou 5 secondes d'image, c'est pas la même affaire, là. Exactement, exactement. Puis des fois, c'est mieux de l'entendre vraiment dans une Oui, conversation. vraiment. Donc, sinon, c'est intéressant. C'est quoi la suite, là? Comment vous allez continuer cette belle croissance? La suite, ben, on a un plan stratégique, pour les 5 prochaines années jusqu'en 2050. Donc, on veut atteindre 50 000 tonnes d'hélices Jusqu'en d'enfouissement. 2030. Ouais, De- j'ai-tu dit 2050? Je me suis dit, ouais, tu vas vite, là. C'est un plan de 25 ans, c'est Tabarouette! bon. En 2050, je ne serai pas là, là. Fait que, je vais être encore sur la planète, mais je ne serai pas ici. Donc là, 2030, du 50 000 tonnes. Mais le plus important, c'est qu'on voudrait atteindre, entre 6 et 10 000 personnes desservies, dans l'organisation. On veut être, tu sais, il y a 10 grandes villes de 100 000 habitants et plus. Fait qu'on voudrait être dans les 10 grandes villes de 100 000 habitants, travailler avec des organisations locales, ouvrir des grands magasins, des boutiques, des centres de dons, offrir des centres de dons à la population le plus près de chez eux. Travailler avec plus d'organisations du secteur. On est à peu près 100 partenaires à travers la province. Ce sont tous des organisations à but non lucratif partout au Québec, là. Certains, c'est pour des biens, il y en a qui c'est des ententes de services. On veut décentraliser notre modèle de fonctionnement. Donc là, on est en grande région montréalaise, on passe des Basses-Laurentides, la Naudière, on va jusqu'à Montérégie, mais là, on est rendu en Estrie, on est rendu dans la grande région de Gatineau, on est rendu dans la région de Québec, on est rendu dans la région de Lévis. Donc, on veut continuer de grandir, mais on pourrait aller plus vite. C'est pas notre intention. Donc, on veut des bases solides, mais ça va quand même assez vite. On est toujours entre 15 et 20 d'augmentation. Tu le parlais un peu plus tôt, là. Fait que, ouais, c'est ça, ça va vite. Donc, on veut pas plus que ça. Là, on est dans la construction du plus gros projet de notre histoire, qui est un méga centre d'impact, là, qui devrait voir le jour cet été. Et oui, c'est un gros investissement financier, mais c'est nécessaire si on veut continuer à dévier des sites d'enfouissement. Là, il y a plus d'espace dans notre centre actuel. Tu sais, on a plus de 70 bâtiments dans la province. Donc, et 27 000 tonnes, ça prend de l'espace.
Donc là, ils ont fait un plus gros, donc ça va être un méga centre d'impact parce qu'il va y avoir beaucoup de missions sociales. Il va y avoir 2 programmes d'insertion, 2 magasins. Donc, il va y avoir de l'espace pour réussir à élever du 27 000 tonnes et monter à 50 000 tonnes. Donc, c'est notre plan sur 5 ans. On renouvelle ça tous les ans avec le conseil d'administration, l'équipe d'exécutifs l'équipe de direction. Donc, on réadapte selon les priorités. On va chercher des modèles. Tu sais, nous, on se dit que il ne faut pas réinventer la roue, mais il ne faut pas avoir peur du risque. Fait qu'on on est dans l'activité marchande. Fait qu'il faut regarder ce qui se passe dans le marché, il faut aller voir ce qui se passe dans les autres pays, réadapter le modèle. Autant d'insertion, il faut regarder les besoins de la population, il ne faut pas rester figé. Donc, toute l'organisation est agile, mais on a des défis de croissance. Là, c'est quand même une 1500, oui, c'est ça. Au total, ça paye, on est à peu près 1800 là, avec la mission sociale. C'est pas. C'est une belle grosse organisation, là. Les parties de Noël sont plus Mmh. gros qu'avant. Dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on peut voir la grosseur de l'entreprise, quand il y Ouais, a pas c'est mal plus ça. de monde au party de Noël. Ouais, c'est ça. Hem, Fantastique, Eric. Puis bon, pour terminer, des petites questions personnelles. Est-ce qu'il y a des livres, des podcasts que tu as à nous recommander? Ah mon Dieu! Ben, des podcasts ou des livres. Ben, moi, j'aime beaucoup la gestion puis le leadership, là. Fait que je suis pas bon dans les noms, puis, mais je lis beaucoup dans le leadership. J'aime beaucoup apprendre sur le leadership. Moi, j'avais pas prévu dans ma vie de devenir directeur général. J'ai toujours voulu être leader, mais j'ai toujours voulu m'améliorer. Fait que je crois beaucoup au leadership où ce que l'autonomie, gestion, l'équipe semi-autonome, je crois beaucoup à ça. Je m'améliore à travailler avec les gens. C'est que j'aime beaucoup lire le leadership. C'est que moi, j'aime beaucoup Jim Collins. Heu, la performance à l'excellence. Je trouve j'aime beaucoup le leader niveau 5 là. Ça fait que j'ai fait lire ça, et d'autres livres là, de leadership. Les podcasts, j'aime beaucoup l'économie puis le leadership aussi. Donc là, l'économie me fascine depuis toujours. Le commerce de détail est autour de l'économie et on a vécu toutes sortes de fluctuations. Je trouve ça merveilleux d'entendre les projections des gens au début de l'année, puis à la fin de l'année, c'est souvent l'inverse. Donc, je trouve ça merveilleux. Je je ma philosophie a toujours été, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans le court terme. Fait que ma philosophie a toujours été de positionner quelque chose pour le moyen long terme. Fait que je suis beaucoup plus dans, tu sais, Warren Buffett pour moi est un sage, si on oublie qu'il vaut des milliards. Heu, sa philosophie a toujours été, de toujours poser des jalons en se disant: «Je m'en vais où dans 7 ans, dans 10 ans, dans 15 ans?» J'ai toujours fait ça partout où j'étais. Je crois beaucoup à ça, puis à date, ça l'a payé où ce que j'étais, ça a payé dans l'organisation que je suis, puis ça m'a payé personnellement. Je parle pas juste payé, financièrement, là. Des fois, il y a des soubresauts, mais il faut juste pas lâcher le plan. Ouais. Où est-ce qu'on se dirige, c'est beaucoup plus simple. Mmh. Fascinant. Éric, je te remercie beaucoup. Si on veut donner pour Renaissance, aller visiter vos succursales, meilleur endroit pour en savoir un petit peu plus? Renaissancequebec.ca. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Je te remercie beaucoup. Et pour les Merci à gens qui toi. nous écoutent, allez jeter un petit coup d'œil à Renaissance, donnez vos vêtements que vous utilisez plus. Ça va faire un beau geste par en avant pour le Québec. Ça va aider un paquet de gens. Donc, n'hésitez pas. Et également pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.